La sclérose en plaques, c'est une maladie un peu déroutante où le corps semble brouiller ses propres lignes de communication. C'est un peu comme un court-circuit interne. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce qui se passe vraiment. Alors, imaginez un instant. Notre corps a un système de communication interne qui est normalement d'une fiabilité à toute épreuve. Et si du jour au lendemain, ce système se mettait à dérailler? Le résultat? Ce serait une cascade de messages confus, des ordres qui n'arrivent jamais à destination. Eh bien, c'est précisément le cœur du problème de la sclérose en plaques. Pour y voir plus clair, voici notre programme. On va commencer par l'idée de court-circuit, puis on regardera le câblage de notre système nerveux. On découvrira que l'ennemi vient de l'intérieur, on apprendra à décrypter les signaux de la maladie, à gérer sa progression, et enfin, on se tournera vers l'avenir et la réparation du réseau. Allez, on commence par le commencement, cette fameuse idée d'un court-circuit dans notre propre corps, avec des conséquences totalement imprévisibles. S'il y a une chose qui définit la sclérose en plaques, la CEP comme on l'appelle aussi, c'est vraiment son côté imprévisible. C'est comme si tout le câblage interne du corps se mettait à avoir des ratés, envoyant des messages brouillés, ou pire, des messages qui se perdent complètement en route. Bon, pour bien comprendre une panne, la première étape, c'est de comprendre comment le système est censé fonctionner en temps normal. Alors faisons un petit zoom sur cet incroyable réseau électrique qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors, comment ça marche ? Le cerveau et la moelle épinière, c'est notre centre de commande. Les nerfs, ce sont les grands câbles qui parcourent tout notre corps. À l'intérieur de ces câbles, on a les fils, les neurones. Et toute la communication passe par des impulsions électriques, des signaux ultra rapides qui contrôlent absolument tout ce qu'on fait. Mais attendez, comment ces signaux font-ils pour aller aussi vite sans perdre en qualité ? Eh bien, le secret, ce n'est pas le fil lui-même, c'est son isolation. Et cette isolation a un nom, la myéline. C'est une substance un peu graisseuse qui vient enrober nos fibres nerveuses. Pensez vraiment à la gaine en plastique autour d'un fil électrique. C'est elle, l'héroïne méconnue de notre système nerveux, qui assure que tout fonctionne parfaitement. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, avec une myéline intacte, les signaux filent à toute allure. L'information est claire, nette, précise. De l'autre côté, quand cette gaine est abîmée, c'est la pagaille. Le signal ralentit, il se déforme, il peut même se perdre complètement. C'est ça, le court-circuit. On arrive maintenant au point crucial. Dans la sclérose en plaques, cette isolation si précieuse est attaquée. Et là où ça devient vraiment surprenant, c'est que l'attaquant ne vient pas de l'extérieur. Non, l'ennemi vient de l'intérieur. La sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. En gros, ça veut dire que le propre système de défense du corps, celui qui est censé nous protéger des virus et des bactéries, se trompe de cible. C'est un véritable sabotage interne. Le système immunitaire se retourne contre le corps et attaque la myéline, la protection de ses propres nerfs. Alors, comment ça se passe concrètement ? D'abord, le système immunitaire patrouille, il fait son travail de surveillance. Puis, pour une raison qu'on ne saisit pas encore totalement, il fait une erreur d'identification. Il voit la myéline et la prend pour un ennemi à abattre. À ce moment-là, il lance l'attaque et commence à détruire cette gaine protectrice. Et cette destruction, elle laisse des traces, des sortes de cicatrices que les médecins appellent des plaques. Ce sont en quelque sorte les preuves du crime. Ces plaques, ce sont donc la preuve physique de la maladie. Et leur présence nous amène directement à une question essentielle, celle des symptômes, qui, comme on va le voir, peuvent être extrêmement variés. Et c'est là que tout se joue. L'endroit où ces plaques apparaissent n'a rien d'anodin. En fait, c'est l'emplacement précis de la lésion qui va déterminer le symptôme. Par exemple, une plaque sur le nerf optique, ça peut provoquer des troubles de la vision. Une autre dans la moelle épinière, des problèmes pour marcher. C'est cette dispersion des lésions dans différentes zones et à différents moments que les neurologues appellent la dissémination dans l'espace et dans le temps. Mais alors, comment les médecins font-ils pour voir ces dégâts invisibles à l'œil nu ? Ils ont plusieurs outils. L'IRM, c'est vraiment l'examen star. Il permet de visualiser directement les plaques dans le cerveau et la moelle épinière. Il y a aussi la ponction lombaire pour analyser le liquide qui baigne notre système nerveux et y chercher des signes d'inflammation. Et enfin, les potentiels évoqués, un test qui mesure la vitesse du courant électrique dans les nerfs pour voir s'il y a des ralentissements. Une fois que le diagnostic est posé, la grande question, bien sûr, c'est « et maintenant, que fait-on ? Comment gérer la maladie et son évolution ?» Ce qu'il faut savoir, et c'est un point important, c'est que la maladie se déclare le plus souvent chez des adultes jeunes, en général entre 20 et 40 ans. C'est une période de vie charnière, un moment où l'on construit son avenir professionnel, sa vie de famille. La maladie n'évolue pas non plus de la même manière pour tout le monde. La forme la plus commune, et de loin, c'est la forme rémitante récurrente. Elle concerne environ 80% des personnes. Ça veut dire qu'il y a des poussées, des périodes où les symptômes apparaissent ou s'aggravent, suivies de périodes de récupération. Et puis, il y a des formes dites progressives, où les symptômes s'installent et s'aggravent de façon plus continue, sans ces phases de récupération. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? L'objectif principal des traitements actuels, c'est de ralentir la machine, de réduire la fréquence et l'intensité des poussées. Pour ça, il y a principalement deux grandes familles de médicaments.
D'un côté, les immunomodulateurs, qui vont en quelque sorte calmer le jeu du système immunitaire. Et de l'autre, les immunosuppresseurs, qui sont plus costauds et qui vont mettre un coup de frein bien plus franc à la réponse immunitaire. Tout ça nous amène à une dernière étape, celle qui regarde vers demain, vers les promesses de la recherche scientifique. Jusqu'à maintenant, on a surtout appris à gérer les dégâts, à limiter la casse. Mais aujourd'hui, le grand défi pour la recherche a changé. L'enjeu, ce n'est plus seulement de stopper les attaques. C'est de passer à l'étape d'après, la réparation. Comment peut-on faire pour reconstruire activement cette myéline qui a été endommagée ? La grande question pour demain, ce n'est donc plus de savoir si on peut calmer la tempête, mais si on peut reconstruire après son passage. Est-ce qu'un jour, on pourra réparer ce réseau électrique si essentiel à notre corps ? C'est le défi immense que la science s'efforce aujourd'hui de relever.